Donc, ça, c'est gérer la théorie. Alors maintenant, un petit peu d'un point de vue pratique. On passe de la business intelligence à ce qu'on appelle la BAO, donc la prochaine étape, la nouvelle étape dans laquelle nous sommes. Donc très concrètement, sachant que le modèle économique évolue énormément, qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui va continuer de se passer? Alors si on a fait tout ça, c'est justement parce que le modèle économique évolue radicalement. Si on interroge en fait la totalité des CEO, ce qu'on fait beaucoup chez IBM, comme tu sais, pour savoir comment orienter notre action sur les décades à venir, on interroge les dirigeants d'entreprise, on interroge les patrons, on interroge les patrons informatiques, les patrons financiers, les patrons de ressources humaines. Et le constat, il est évident. Le constat est évident avec 3 grands points qui modifient actuellement le monde. 1, les pays en fort développement qui gagnent en puissance économique. Mais attention, en puissance économique. La Chine, usine du monde dans lequel se fabrique le textile, c'est terminé. La consommation est en train de basculer vers ces pays. L'innovation est en train de basculer vers ces pays. Donc les pays à fort développement gagnent énormément en importance de marché. Ces pays, comme ceux de nos vieilles économies, mais ceux de nos vieilles économies encore plus, sont en train de vivre une augmentation des réglementations. Les dernières crises, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient financières, ont fait en sorte que les réglementations dans tous les métiers sont beaucoup plus importantes. Les contextes de poursuites judiciaires que l'on voit sur l'ensemble des sujets sont extrêmement importants. Et puis enfin, alors il y a un mot qui est un buzzword, alors je ne sais pas comment on dit ça en français. Mondialisation. Voilà. Mondialisation. Buzzword, c'est pas un mot français. Buzzword, c'est pas un mot français non plus. Hein. Bon, voilà. Donc, une porte ouverte allègrement enfoncée, mais qu'il faut prendre en compte, c'est que la globalisation, eh bien, elle est loin de s'arrêter. La globalisation, ça veut dire la globalisation des flux, des échanges, ça veut dire l'accès à l'information, à toute l'information de partout dans le monde. Donc ça impacte finalement les enjeux des entreprises. Le contexte des entreprises, la manière dont on va faire du business est extrêmement modifié par rapport à ça. On est sur des marchés qui sont beaucoup plus volatiles. On est sur des domaines qui sont beaucoup plus incertains. Que va-t-il se passer à 10 ans? On en est beaucoup moins sûr qu'on ne l'était il y a 10 ans. Et d'ailleurs, on avait raison parce qu'il y a 10 ans, on s'était assez trompé et on n'avait pas vu venir les crises majeures. On sait qu'on verra venir des crises, on ne sait juste pas lesquelles. Et ces crises, elles vont être complexes. Des crises économiques, des crises écologiques, des crises alimentaires vont devoir se percuter. Tout ça amène un contexte des entreprises qui est extrêmement différent structurellement. Alors, par rapport à ça, on fait quoi? Aujourd'hui, je gère une entreprise, je fais quoi? Quelles sont mes priorités? Bien, les priorités, tu les vois là. Là. Bon, tu peux les voir là aussi, mais on n'est pas censé les voir là. On est censé les voir là. Voilà. Voilà quelles sont les priorités aujourd'hui des entreprises, ce que nous disent nos clients. Et alors là, il y a quelque chose qui ne t'échappera pas. Le plus important, c'est l'innovation. Ce qui est intéressant, c'est donc que plus de 3000 clients interrogés dans le monde et les 2 premiers éléments sont passés devant le 3e qui était il y a 2 ans prioritaire. Absolument. C'est bien le signe que la crise que nous avons connue il y a 2 ans, elle est derrière nous au sens de la manière dont on voit les entreprises. Elles ont terminé cette phase de repli qui consistait à uniquement améliorer son efficacité opérationnelle, réduire ses coûts. Elles savent maintenant que leurs conditions de survie passent par une phase d'expansion. Enfin, c'est pas terminé, mais c'est passé en 3e position. C'est très important parce que ça, c'est réapparu, notion de différenciation, et surtout accroître le chiffre d'affaires. On a beaucoup travaillé sur la bottom line, comme on dit, et maintenant, c'est vraiment le top line, comment j'accrois mon chiffre, en particulier par une meilleure connaissance de mes clients, qui est la donnée de base qui ressort de toutes les enquêtes en ce moment. Donc, par rapport à ça, nous, en tant qu'offreur d'offres, en tant que présenteur d'offres ou en tant qu'offreur de solutions, notre ambition, c'est quoi? C'est d'être à même, en fait, d'aider nos clients à avoir finalement les réponses avant même que les concurrents arrivent à se formaliser les questions. Aujourd'hui, créer le différenciateur compétitif, ça ne va pas être sur l'efficacité opérationnelle. Ça va être sur la capacité à répondre avant même que les choses ne se passent. Quels sont les clients qui envisagent de nous quitter? Question fondamentale pour toutes les entreprises. Quelles transactions risquent d'être frauduleuses avant d'enregistrer la transaction? Quels produits ont les plus grandes chances de succès? Et puis surtout, dans ce contexte globalisé, dans ce contexte mondialisé, dans ce contexte extrêmement complexe, comment puis-je avoir une visibilité sur l'ensemble de mon organisation? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tout ça se passe dans un monde qui, aujourd'hui,
explose complètement en termes informatiques. Alors ça, on en parle assez souvent chez IBM, on est bien placé pour le savoir. On a une explosion des volumes de données numériques. C'est la première donnée qui ferait toujours un peu froid dans le dos. Le fait que le volume d'informations codifiées double toutes les 11 heures. Donc en 2 puissance quelque chose, et le quelque chose est en tendance à devenir vite colossal. Alors maintenant, pour parler du volume de données contenues stockées dans le monde, de données numériques, on fait intervenir le zeta-octet, je crois. Donc le zeta-octet, c'est... 10 puissance 18, je crois. Non, loupé, 21. 21 Eh ouais. C'est 1000 fois 10 puissance 18, alors. Il a des restes. C'est un truc qui revient de temps en temps. Alors, ça fait beaucoup. Pardon, ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. Alors, pour expliquer ça à ma fille, je dis imagine que toutes les données du monde soient stockées sur des DVD. Ok ? Donc on prend un DVD. Je fais une pile de DVD. Ma pile de DVD, elle fait la Terre, la Lune, aller-retour. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est le volume de données numériquement présent aujourd'hui. Qui double Alors qui double parce qu'en fait, on a calculé qu'en 2020, au rythme où ça allait, mais toujours pareil, au rythme où ça va, des technologies arrivent tous les jours qui font exploser encore plus cette croissance. Les réseaux sociaux en particulier. Donc en 2020, on devrait faire la moitié de la distance entre Terre et Mars. Ah oui. Ce qui commence à faire déjà un petit bout de chemin. Et ça fait pas mal de DVD, ça, pour les producteurs. Ça fait pas mal de DVD. Et alors, un autre point, c'est la diversité des informations. C'est parce qu'au bon vieux temps, si je puis me permettre, dans la base de données relationnelle, on avait l'ensemble des données stockées. Aujourd'hui, je crois que c'est 80% des informations disponibles qui sont présentes et qui sont là de manière non structurée. Vidéo, images, email, texte. Mais elles sont néanmoins présentes numériquement et elles peuvent apporter une valeur à l'entreprise. Il faut pouvoir les exploiter. Et puis la prise de décision, la rapidité de la prise de décision, ce monde global. Le temps réel dont on parlait tout à l'heure. Okay. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il faut évoluer la manière dont on avait l'habitude d'opérer et de se piloter. Historiquement, l'informatique, depuis les quelques années depuis lesquelles nous en faisons, voire même certains de nos prédécesseurs, a eu pour vocation finalement d'automatiser le métier. Qu'il s'agisse d'automatiser les tâches, qu'il s'agisse, quand on a mis le grand domaine de l'ERP, de l'efficacité opérationnelle, le business process management a également consisté finalement à automatiser une intégration entre des fonctions et des métiers. Eh bien aujourd'hui, pour répondre à ces nouveaux défis, il faut aller plus loin. Il faut lancer une nouvelle étape qui est une étape d'optimisation et de mise en place de business analytics, qui va permettre d'intégrer la totalité de l'entreprise et de rentrer dans une optique prédictive, de détection, d'analyse et de prédiction. Et c'est vraiment là où on passera de l'automatisation à l'optimisation du système d'information et des informations disponibles. Et à la prise de données, et à la prise de décision, donc. Absolument. Alors en fait, une autre manière de voir les choses, en fait, c'est celle-là. C'est de dire que finalement, il faut évoluer. Il faut évoluer, ça veut dire qu'il faut que la décision, elle passe du back-office au point d'impact. Aujourd'hui, chaque manager opérationnel est un décideur en ce qui concerne son micro-domaine. Ça veut dire qu'on ne peut pas reposer sur l'instinct et sur l'intuition, comme on le faisait avant. Il faut qu'on repose sur l'analyse et sur des faits, et que naturellement, on fonctionne en temps réel. Passer de l'automatisation à l'optimisation, c'est déporter la décision du back-office vers le point d'impact, c'est permettre à chaque collaborateur, et non plus à un petit nombre d'experts extrêmement spécialisés, d'être les acteurs de la prise de décision au quotidien de l'entreprise, mais je crois qu'on en reparlera. Parce que chaque acteur, chaque de l'entreprise petit expert, ça suppose un accompagnement des équipes très important. Et c'est ce que, là encore une fois, l'ensemble de nos clients nous disent. Et en fait, c'est être à même de remplir ces étapes-là, eh bien, ça s'appelle finalement le BAO, Business Analytics and Optimization. C'est de la gestion de ce qu'on appelle, et ce que le marché commence à appeler ce big data, ces volumes de données qui explosent complètement. C'est prendre ces big data, les rendre accessibles à tous et donner des niveaux d'analyse qui soient des niveaux d'analyse adaptés au métier de chacun. L'analyse que nous connaissions, je vais être un petit peu vulgaire, le business intelligence à la papa, en quelque sorte, il reste naturellement important, mais il est dans le descriptif. Il faut que ce descriptif passe au prédictif et il faut que ce prédictif puisse déboucher
maintenant sur du prescriptif. C'est-à-dire que nos outils d'analyse peuvent donner des suggestions de ce qu'il convient de faire. Et là, on pense à Watson comme étant quelque chose, ou à l'ensemble de technologies qu'on a pu développer dans Watson, que dans le futur, on retrouvera dans les offres qu'on propose à nos clients. Comme ça, on comprend, Watson va être le moyen de traiter de gigantesques masses de données, comme on vient de le voir, qui ne vont que continuer à grandir en termes de taille. Donc il va falloir paralléliser, analyser, etc., faire tout ce qu'on a vu pour des buts très différents. On a parlé de la médecine jusqu'à l'ensemble des fonctions business classiques. Absolument. Et Watson, c'est l'illustration de cette capacité qu'IBM a eu et a toujours d'être le premier innovateur au monde dans le domaine de l'informatique. Nous sommes l'entreprise qui a sur son effectif le plus de prix Nobel. Alors là, tu vas me dire pourquoi j'en ai pas dans mon équipe. Bon. Nous sommes l'entreprise qui dépose toujours le plus grand nombre de brevets au monde. Pour la 17e année consécutive. Mais comme toute entreprise, à chaque fois, on se pose la question, alors je vais faire un anglicisme encore, buy versus make. J'ai besoin de quelque chose. Je l'invente ou ça existe déjà? Et je l'achète et comme ça, je le rendrai plus rapidement disponible à mes clients. Eh bien, on balance en permanence entre ces deux décisions. Et en ce qui concerne cette offre BAO, beaucoup de ces technologies vont arriver dans le futur, sont dérivées de Watson, mais depuis 5 ans, 6 ans pour être précis, eh bien, c'est plus de 14 milliards de dollars au travers de 25 acquisitions qu'on a investi afin de présenter aujourd'hui une offre qui permet de répondre à chacune des étapes de ce fameux BAO tel que nous le décrivions, du big data à la mise à disponibilité d'informations jusqu'au business analytics. Évidemment, les résultats, tu les connais, tu les connais mieux que moi. C'est permettre à nos clients de mieux comprendre leur écosystème au niveau de la rétention des clients. C'est renforcer les décisions collaboratives, encore une fois un point extrêmement important sur l'évolution des organisations. Optimiser les décisions en temps réel parce qu'on ne peut plus attendre avant de prendre une décision, d'être sûr d'avoir les bonnes informations. Améliorer la visibilité opérationnelle et notamment avec cette notion de gestion du risque, mais également avec la prévision de demande. Et en fait, tout ça repose finalement sur la construction d'un système de gouvernance de l'information qui soit un élément stratégique du métier. Voilà donc ces quelques mots sur le business analytics. Alors ça sont quelques résultats. Et le point, c'est que ça marche. C'est qu'en fait, on demande que l'on demande à des CEO, à des CFO, à des CIO ou à des patrons de ressources humaines, eh bien, tout simplement, les entreprises bien pilotées performent mieux que les autres. Ce qui est rassurant. Ce qui est rassurant. Ça marche. Toutes ces technologies pour nous apprendre ça, c'est bien. Oui, voilà. Alors, ça, c'est ce que nous disons, mais je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être que le mieux... Ben, écoute, c'est ce que nous disent nos clients, en tout cas les 3000 clients de l'étude de CEO Study dont on a parlé tout à l'heure. Ce que je propose, c'est qu'on demande à 2 clients français de nous rejoindre et de nous dire la manière dont eux voient concrètement l'application de la BAO dans leur business. Merci Alain. Merci.